programme vous est offert par Illico Cash. Présumé détournement des fonds alloués à la construction des forages ouvert ce lundi, le procès est reporté dans 2 semaines. L'ancien ministre du Développement rural, François Roubota, et Mike Kassenga, patron du consortium Stiver Constructora de Warrior, font comparaître dans une audience publique à la prison centrale de Makala. Présidentielle aux États-Unis, c'est le dernier virage avant le scrutin dans 24 heures. La démocrate Kamala Harris et les républicains Donald Trump ont organisé leur dernier meeting en Caroline du Nord. L'Institut de sondage 558 prévoit une course très serrée avec 48% pour Mme Harris et un peu moins de 47% pour M. Trump. Sport, football éliminatoire CHAN 2024. Après le rassemblement, le Léopard A-Prime de l'air descend débuter avec les entraînements ce dimanche au stade des Martyrs en vue de la double confrontation contre les Saouds du Tchad, prévue entre le 22 et le 29 décembre prochain. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. On ouvre avec la justice après près de 5 mois d'instruction dès l'affaire forage et lampadaire. Le procès s'est ouvert ce lundi 4 novembre à la prison centrale de Makala et a été repoussé dans 2 semaines. Sur le banc des accusés, Mike Kassenga, PDG de la société Sotra de Warrior, et l'ancien ministre du Développement rural, François Roubota, tous deux poursuivis pour les présumés détournements des fonds publics alloués à la construction des stations des collectes, traitements et distribution d'eau sur l'ensemble du territoire national. C'est dans la salle Marcel Liaou de la Cour de cassation qu'a débuté les procès de l'affaire forage et lampadaire, une affaire qui avait beaucoup fait parler et attiré l'attention de plusieurs Congolais. Sur place, les deux prévenus, accompagnés de leurs avocats et proches collaborateurs, sont présents. En premier, Mike Kassenga a accepté de comparaître volontairement et a demandé un report de 3 semaines pour étudier les dossiers, car il s'agit des 195 dossiers déposés auprès de la Cour de cassation. Nous qui défendons le client, ce n'est pas la Cour qui va défendre le client à notre place. Nous estimons qu'à 3 semaines, ça peut nous permettre tant soit peu, n'est-ce pas, de pénétrer le dossier et être à même de défendre les intérêts de nos clients. En second lieu, les collèges de l'ancien ministre du Développement rural, François Roubota, ont soulevé une confusion car selon eux, l'extrait des rôles fixant l'audience a été signé pour le 18 novembre alors qu'ils ont reçu à travers les canaux des réseaux sociaux un extrait des rôles fixant l'audience le 5 novembre. Une surprise totale pour eux. On a renvoyé pour que l'on régularise la procédure à l'égard du prévenu Roubota qui n'était pas notifié régulièrement. Après consultation des juges, la cause a été remise le 18 novembre, à savoir dans 2 semaines pour l'instruction de l'affaire. Et dans le domaine de la santé, les secteurs de la pharmacie pourraient être perturbés suite à la grève des tenanciers des pharmacies à Kinshasa. Ces derniers annoncent une grève pour protester contre certaines des exigences du gouvernement. Pour en parler, nous avons joint au téléphone Dr Jesse Kongolo, président honoraire du Conseil provincial de l'Ordre des pharmaciens. Il estime que ces secteurs doivent être assainis et se félicite de toutes les mesures prises par le gouvernement. On l'écoute. Le gouvernement provincial de Kinshasa a décidé de mettre de l'ordre dans le secteur pharmaceutique et a lancé un moratoire qui a pris fin le 25 octobre. Donc il a été demandé à tous les établissements exerçant dans le secteur pharmaceutique de se conformer à la réglementation pharmaceutique. Bon. N'étant pas à mesure de se mettre en ordre et de mettre des conditions idéales pour la distribution des médicaments, ils ont décidé de fermer les pharmacies comme pour faire chanter l'État. Donc en fait, c'est du chantage qu'ils sont en train de faire. Maintenant, face à cette situation, nous félicitons l'autorité de garder sa position
pour mettre enfin de l'ordre dans ce secteur aussi important dans la prise en charge de nos patients. Mais nous aussi, pharmaciens, nous disposons des pharmacies dans les coins de la ville de Kinshasa. En tout cas, les différentes communes peuvent avoir 3 à 4 pharmacies qui répondent aux normes, et nous demandons à la population d'aller s'approvisionner dans ces pharmacies. Très généralement, vous allez trouver qu'il y a un caddie où il y a le nom du pharmacien et les numéros se nomment de ce pharmacien. Bon, pour le moment, il n'y en a pas assez, il faut le dire, mais nous voulons répondre d'abord aux vrais besoins. Toutes les personnes qui ont des maladies, ils peuvent aller voir les médecins, voir les centres de santé les plus proches. Ils seront pris en charge pour un premier temps, et cela nous donnera du temps à pouvoir organiser la distribution de médicaments dans cette situation de crise. Il est temps que le secteur pharmaceutique soit bien organisé, soit sécurisé. Et au Kwilu, dans les territoires des Bagata, une semaine seulement après la reprise des cours suite à la grève des enseignants, les activités scolaires sont paralysées en raison de la présence active des miliciens Mobondo qui continuent de causer désolation. Des véhicules transportant des fournitures scolaires sont parfois interceptés. C'est ce que renseigne M. l'abbé Évariste Love Mboula Kitambala, prêtre de Kenge, curé de la paroisse Kikangala Matélé. Il a été joint au téléphone par Héritier Tamboa. On l'écoute. Nous sommes particulièrement touchés ces derniers temps par la recrudescence de l'insécurité des miliciens qui continuent à opérer allègrement dans notre contrée, empêchant le bon déroulement des activités scolaires. Il y a de cela 2 semaines passées, exactement le 16 octobre, un véhicule venant de Kinshasa avec des élèves et leurs fournitures scolaires, des parents, des commerçants, a été intercepté à 18 km de Kingalamatele par les miliciens qui ont tout pillé et ont pris 13 personnes en otage. Les jours suivants, les 17, on allait rencontrer les corps sans vie entassés. Ce qui fait que les parents n'ont pas assez de moyens ou n'ont pas de moyens suffisants parce qu'ils sont enclavés. Ils ne peuvent sortir que par la voie de Bukangalozo pour atteindre Kinshasa et les autres villes du pays. Donc, ils traversent une situation difficile, mais les élèves sont appelés à étudier. Avec quoi doivent-ils se rendre à l'école? C'est ce qui complique un peu la situation. Donc, nous voulons une assistance sécuritaire, nous voulons aussi une assistance matérielle pour ces enfants démunis. Il y en a parmi eux qui ont perdu des parents, des tuteurs pendant toute cette période d'insécurité que nous sommes en train de traverser. Le Lualaba a enregistré un record de 677 candidats au test de sélection du programme des bourses Excellentiel Lualaba Bora, organisé en 2 sites. Les candidats ont reçu les encouragements de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. L'initiative vise à encourager l'excellence dans l'éducation. Sérénité, optimisme, détermination résume l'attitude de ces 677 candidats à la bourse excellentielle Lualaba Bora. Ils sont repartis en 2 sites, à savoir la salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Lualaba et l'amphithéâtre de l'alternance Kabila Tshisekedi de l'université de Kolwezi. Ces impétrants venus de tous les coins de la province du Lualaba, sans exception aucune, compétissent pour figurer sur la shortlist des lauréats de cette 3e édition. La seule condition de participation, avoir obtenu au moins 70% à l'examen d'État édition 2023-2024. Une raison pour chacun d'eux d'être motivé à ne pas rater cette ultime opportunité qui se présente ce samedi 2 novembre 2024. Pour une première fois, le Lualaba enregistre un véritable record en termes de participants, contrairement aux éditions passées, d'après la gouverneure de province Fifi Masuka Saini, qui a en outre exprimé sa reconnaissance envers la première dame pour son engagement à promouvoir l'excellence dans l'éducation. Distinguée première dame, la maman d'amour qui se déplace pour ses enfants. Acclamons très fort pour son... La distinguée première dame, le souci qu'elle a toujours, c'est de pouvoir faire de vous des excellents dans notre République.
Hier, il y avait peu d'enfants. Maman, ces enfants vont des exploits à l'exploit et la province vous dit merci parce que vous les avez encouragés. Hier, nous étions dans une petite salle. Aujourd'hui, nous sommes dans une grande salle. Au nom de la province du Lualaba, à mon nom propre, je vous dis encore merci, que l'Éternel, Dieu de grâce, continue à vous bénir, à vous donner ses grands amours pour tous les enfants de notre République. Merci à vous, les enfants, les jeunes qui êtes là. Je suis venu spécialement pour vous encourager. L'initiative du programme Excellencial Lualaba Bora est un rebond pour les élèves ambitieux de la province du Lualaba que la première dame Denise Nyakeru veut à tout prix pérenniser par sa fondation. Et puis à l'international, on va d'abord se rendre au Mali où le pouvoir militaire a annoncé criminaliser l'homosexualité dans son nouveau code pénal. Selon le Conseil national de la transition, cette décision vise à protéger les valeurs ainsi que les coutumes du pays. Les projets de code pénal et le code de procédure pénale où figure la pénalisation de l'homosexualité au Mali ont été adoptés par les membres du Conseil national de transition à 132 voix et une contre. Pour les autorités du pays, il est inacceptable que les coutumes et les valeurs de la patrie soient violées par des personnes venues d'ailleurs. Désormais, sera poursuivie toute personne qui s'adonnera à la pratique d'homosexualité en faisant sa promotion ou son apologie, a annoncé le ministre malien de la Justice. L'adoption de cette disposition légale s'inscrit dans un contexte africain où de nombreux pays renforcent leurs lois restrictives. Selon le CNT, cette législation est une réponse à une demande sociale pour préserver l'identité malienne et aussi protéger le socle moral et culturel malien face à des pratiques perçues comme étrangères et déviantes. Dans 33 des 55 pays africains, l'homosexualité est considérée comme un crime passible d'emprisonnement. Au cours de l'année 2023, 6 États, dont le Kenya, le Ghana, la Namibie, le Niger, la Tanzanie et l'Ouganda, se sont engagés à renforcer leurs lois contre l'homosexualité. C'est la dernière ligne droite pour l'élection présidentielle aux États-Unis. La démocrate Kamala Harris et les républicains Donald Trump ont tenu leur dernier meeting des campagnes dans l'État des Carolines du Nord avant l'élection présidentielle de ce mardi. Donald Trump, dans son message de campagne, s'est engagé à rétablir son rêve américain et a affirmé que le banlieusard américain était attaqué par des criminels. Kamala Harris, quant à elle, a exhorté ses partisans à voter tôt afin qu'elle puisse être élue et représenter la nouvelle génération des dirigeants. Plus qu'un jour nous sépare de l'élection présidentielle aux États-Unis qui s'annonce déjà mal pour la vice-présidente démocrate qui se voit évincée par les candidats républicains et anciens présidents dans plusieurs États selon les résultats préliminaires où environ 70 millions d'Américains ont déjà voté. Cherchant à s'arracher des dizaines de milliers de votants en Pennsylvanie, au Michigan ou en Arizona qui déterminent les clés de l'élection, Kamala Harris et Donald Trump sont en pleine escalade verbale. Donald Trump espère à travers cette campagne réaliser son rêve de retourner à la Maison-Blanche pour promouvoir sa politique de l'Amérique d'abord. Au cours des meetings des campagnes samedi en Virginie et en Caroline du Nord, l'ancien président a accusé l'administration de Joe Biden et de Kamala Harris d'avoir failli économiquement et plonge de plus en plus les pays dans une situation chaotique. Kamala Harris exhorte ses partisans à voter tôt afin qu'elle puisse être élue et présenter la nouvelle génération des dirigeants. L'élection est prévue ce mardi 5 novembre, jour non chômé aux États-Unis, et 70 millions d'Américains ont déjà posté ou glissé dans des urnes leurs bulletins de manière anticipée. Place au sport à présent commence avec le football. Les rassemblements des Léopards A' de la RDC a débuté depuis samedi à Kinshasa en prélude des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Kenya, Ouganda et Tanzanie 2024. Depuis hier, les fauves congolais ont lancé leur préparation au stade des Martyrs de la Pentecôte sous la supervision d'Otis Ngoma et pour bien préparer la double confrontation contre les Saouds du Tchad prévue entre le 20 et 22 décembre pour la manche aller
aller et du 27 au 29 du même mois pour la manche retour. Pour équilibrer l'effectif amoindri par le désistement de joueurs des Maniema Union, le sélectionneur principal Otis Ngoma fait appel à 4 autres joueurs. Il s'agit des Kaulo Mukondi, Katumbwe de Lupopo, Mwimba Kapanga de l'AC Rangers de Kinshasa, Mukekitoko de la Sekuya et Jacques Nkunku Kumbundu des Blessing FC de Kolwezi. On écoute les sélectionneurs des Léopards à Prime lors de la première séance d'entraînement. Oui, c'est vrai qu'on est très satisfait de reprendre quand même les entraînements après presque 2 ans, comme tu dit, d'hibernation. Donc hier, on a fait notre premier rassemblement. Les joueurs sont arrivés tous, le groupe avec 31 joueurs parce qu'il y a un garçon qui a loupé son vol. Donc l'entraînement d'aujourd'hui, hormis les joueurs de Lupopo qui étaient blessés, qu'on a laissé un peu parce qu'il fallait qu'ils récupèrent, et les garçons qui sont partis jouer leur match, les Vita, Céleste, les Aigles et puis Renaissance, qu'on va retrouver ce soir au lieu des rassemblements. Mais sinon, vraiment, on est très 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 satisfait de reprendre. Les groupes affichent complet. Oui, le groupe affiche complet. Je crois que là, le team manager est en train de voir avec l'organisateur pour acheminer les garçons le défenseur central de Don Bosco qui doit arriver au plus tard cette nuit. Mais au départ, ça c'est un stage de cohésion et d'évaluation. Évaluer ces garçons-là parce qu'il faut savoir qu'on a recensé 760 joueurs au sein du championnat national. Est-il qu'on doit jouer le 22 du mois prochain? Donc l'idéal était de voir les garçons qui ont performé dans le première semaine du championnat et qu'on va continuer à suivre dans les différents matchs et en même temps voir ceux qui au 4e, 5e journée vont faire mieux pour essayer au mois de décembre de fusionner le premier groupe et ce qu'on va récupérer pour faire une équipe très cohérente. Et du sport de combat avec le karaté, 4e édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs. Le décor est planté. L'équipe de la RDC et 4 autres pays sont déjà sur place à Goma, au Nord Kivu, lieu de la compétition. Il s'agit de l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie. D'autres délégations sont attendues ce lundi dans la soirée, comme par exemple le Burundi et demain mardi, la République sud-africaine, l'Angola et les Congo-Brazzaville. C'est dimanche 3 novembre 2024. La tanière de Léopard Karaté de la RDC affiche déjà au grand complet. En effet, le groupe de la zone ouest qui devait se joindre à celui séjournant déjà à Goma a bel bien rallié la ville touristique en début d'après-midi de ce dimanche par l'aéroport international de Goma sous une forte pluie. Arrivé un peu plus tôt dans la matinée, Jean-Claude David Muchipanda, vice-président de la FECACO Zone Ouest, annonce déjà les couleurs de la 4e édition du tournoi d'amitié de Grand Lac. Goma est en ébullition. Et Goma va bouger encore cette fois-ci avec 12 pays qui seront présents dans cette compétition. Nous sommes venus avec une forte délégation, provenance de Kinshasa. Nous sommes venus avec une grande décision. Il y a déjà 3 pays qui sont là et d'autres vont s'ajouter. Et d'ici les 6, nous serons déjà au grand complet. Le trophée Fatih étant détenu par le Cameroun, la RDC devra faire boucher double afin de récupérer ce trophée, stigmatise David Muchipanda. Et notre souci, c'est vraiment pour arracher ces trophées. Saisissant l'occasion, le premier vice-président a lancé un appel de pied aux autorités provinciales de venir au grand nombre soutenir le léopard congolais. Je demande aux autorités qui sont sur place ici à Goma, impliquez-vous, assistez-nous, participez pour que cette œuvre puisse honorer cette province. Plus tard dans la soirée, le bureau fédéral a officiellement remis les athlètes entre les mains du staff technique national pour les derniers réglages. En culture, au Bataclan des Paris en France, l'artiste musicien congolais Rudy Amissi a livré un concert mémorable. Du haut de ses 40 ans de carrière musicale, une communion attractive entre l'auteur et le public présent. L'interprète des Prudences et Mayacé prouve qu'il a encore à donner à la musique congolaise. Revivez ce moment dans ses commentaires de Rufus Lukanga.
Pour son grand retour sur la scène parisienne, Redi Amissi a réuni plus de 1500 personnes au Bataclan de Paris. Auteur de plusieurs chefs-d'œuvre, Bailo Canto émerveillé à son entrée dans cette salle pleine, un sold out qui se confirme avec ses fans en France. Bonsoir Paris! Un événement au souvenir des titres à succès, l'artiste interprète ses chansons en compagnie d'un public maîtrisant toutes les paroles malgré des décennies passées. La voix de Redi Amissi, entonnant ses chansons éducatives pleines de moralité, des leçons d'abnégation, de courage et de la persévérance dans la vie, de quoi se réjouir et se projeter pour l'avenir. Redi Amissi a compris l'émotion que le public a besoin de ressentir dans les concerts congolais en compagnie de musiciens de la Casa do Canto. L'artiste n'a pas seulement chanté, mais a également fait danser son public. Sur scène, cette production de l'ancien de Viva la Musica du fait Papa Wemba a connu la participation de quelques anciens de Molokai comme Jado le Cambodgien, Luciano de Mungongo, Juna Janana, Lijo Kwempa et autres. Les sapeurs ont également eu leur moment pour honorer la mémoire de Papa Wemba. N'ayant jamais versé dans les insanités, l'indécence et la dépravation de mœurs dans ses œuvres, ces concerts est un pari gagné et symbole d'une nouvelle dimension du haut des 40 ans de carrière de Redi Amissi, Bailo Canto. Et c'est sur cette belle mélodie des Bailo Canto qui se referme ce journal. Place au rappel des titres. Présumé détournement des fonds alloués à la construction des forages ouverts ce lundi, le procès est reporté dans 2 semaines. L'ancien ministre du Développement rural, François Roubota et Mike Kassinga, patron du consortium Stever Construit, vont comparaître dans une audience publique. Présidentielle aux États-Unis, c'est le dernier virage avant les scrutins dans 24 heures. La démocrate Kamala Harris et les républicains Donald Trump ont organisé leur dernier meeting en Californie du Nord. L'Institut des sondages 558 prévoit une course très serrée avec 48% pour Madame Harris et un peu moins des 47% pour Monsieur Trump. Sport, football, éliminatoire CHAN 2024. Après le rassemblement, les Léopards A' de la RDC ont débuté avec les entraînements ce dimanche au stade des Martyrs en vue de la double confrontation contre les Saouds du Tchad prévue entre le 22 et 29 décembre prochain. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Benjamin Moudiata. Bienvenue. Merci à vous, Nathalie Yoko, et bonjour à tous ceux qui nous captent en ce moment à travers le monde. L'affaire Forage et Lampadaire revient. Les tabloïds parlent de l'ouverture du procès qui a eu lieu ce lundi. Bien évidemment, Nathalie, c'est ce lundi, donc aujourd'hui, que la Cour de cassation a ouvert le procès en appel de Mike Kassinga et François Roubota, bien que nous apprenons d'ailleurs dans votre journal le report du dit procès au 18 de ces mois. Il s'agit du procès concernant le présumé détournement de fonds, Nathalie, dans l'affaire Forage et Lampadaire. Le sujet a fait la une des plusieurs tabloïds parus aujourd'hui à Kinshasa, et commençons avec Congo Nouveau qui titre à la une, tel que vous pouvez le voir derrière moi au grand écran, affaire détournement des fonds alloués à la construction de forages d'eau. Roubota et Kassinga à la barre ce lundi.
Kazadi libre de tout mouvement. Un titre plutôt fâcheux, Nathalie. Il s'agit là de l'ancien ministre développement rural François Roubota et Mike Kassenga, patron du consortium Stever Construct Cameroun SARL. Nicolas Kazadi, ministre des Affaires, ministre des Finances, à l'heure des faits, n'est pas convoqué par la justice, Nathalie. Et dans les colonnes intérieures de cet article, les chevaliers de la plume montrent clairement qu'il y a polémique dans l'opinion autour de l'absence de Nicolas Kazadi à la barre. Ouverture du procès sur les détournements présumés de fonds alloués à la construction de forages. C'est les titres à la une du média en ligne Radio Okapi.net. Le média souligne que pendant que les deux seront à la barre, c'est lundi, donc aujourd'hui, donc Roubota et Kassenga, Nicolas Kazadi siège librement à l'Assemblée. Toutefois, l'ancien ministre des Finances de la RDC et dans les sales draps, affirme l'article, il est englué dans les très médiatisées affaires de surfacturation des forages. On doit se rappeler, selon ces médias, que Nicolas Kazadi avait été empêché de s'envoler pour Paris en juin dernier, en dépit de l'autorisation du procureur général près la Cour de cassation. 2 jours après, il était parvenu à s'envoler pour Paris et avait regagné le pays 2 semaines plus tard. Mais tout compte fait, Nathalie Yoko, nous laissons à la justice de faire son travail. Et pendant ce temps, on va parler de la dernière ligne droite pour Kamala Harris et Donald Trump. Les journaux internationaux vibrent au rythme américain. Ça, c'est exactement ce que vous avez dit. Jour J-1, Nathalie, aux USA, il est exactement comme vous venez de le dire. Le média du monde vibre au rythme américain pour cette présidentielle. Je l'ai même suivi dans votre journal à la fin. Africa News a titré à ce sujet, Nathalie, dernière ligne droite pour Kamala Harris et Donald Trump. Ce média souligne que Kamala Harris, candidate démocrate, a tenu son dernier rassemblement hier dimanche dans le Michigan devant une foule enthousiaste. Elle a appelé les électeurs à se mobiliser pour ce qui pourrait être l'une des élections les plus marquantes de l'histoire récente des USA. Et de l'autre côté, nous avons Donald Trump, candidat républicain, qui est ancien président d'ailleurs. Il a intensifié sa campagne les dernières minutes avec un rassemblement en Géorgie. Il a même encouragé ses partisans à se rendre aux urnes, affirmant que lui, tout ce qui compte maintenant, c'est de sortir, aller voter et en finir. France Info a titré ce matin présidentielle américaine, les 2 candidats coude à coude en Pennsylvanie. Dans le corps de son article, le média signale que des élus du Parti républicain tentent de convaincre jusqu'à la dernière minute côté démocrate. Les partisans de Kamala Harris étaient même venus des États voisins pour faire du porte-à-porte, preuve que l'élection se jouera certainement en Pennsylvanie. Élection présidentielle américaine, Donald Trump ou Kamala Harris, que disent les sondages? Jour J-1, c'est les titres de TF1 Info, le média français. Ce média pointe qu'un écart d'1 point seulement les États clés au niveau national, Kamala Harris conserve toujours une très légère avance. On peut s'attendre à une surprise, mais jusque-là, Nathalie, on doit se dire que Kamala Harris est en train d'assurer aux USA. Voilà tout pour le tour d'horizon de ce lundi, Nathalie. Merci beaucoup, Benj, pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.